On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la réouverture des terrains de golf. Mais d'abord, on se transporte du côté de Chambly pour rejoindre le ministre de l'Éducation, mais qui est également le député de Chambly, Jean-François Roberge. Évidemment, depuis le début de cette crise, on a reçu tour à tour les différents députés fédéraux et provinciaux, évidemment, dans le territoire que l'on dessert ici à la télévision du Richelieu. On voulait parler, bien sûr, au député de Chambly, mais ça donne que le député de Chambly est aussi ministre de l'Éducation. Il est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Latour. Est-ce que le ministre a le temps de faire du travail de député? Oui, un peu quand même, c'est effectivement. Il ne faut pas délaisser le comté, 5 municipalités dans le comté. Puis, je suis comme vous sur mon équipe, mais je suis quand même présent, même si c'est de manière virtuelle. Bon. Dites-moi, dans les premiers jours, dans les premières semaines de cette pandémie, parce que les enjeux étaient très, très, très locaux, hein, c'est les citoyens, les gens d'affaires, les commerçants, les entrepreneurs qui avaient des demandes particulières, des situations particulières. Il s'est mis en place, évidemment, différents programmes de subvention, tant au fédéral qu'au provincial. Bref, quels ont été, dans le fond, le genre de demandes qui ont été acheminées directement au bureau de comté? Au bureau de comté, on a eu vraiment des demandes d'aide de dernier recours, parfois des citoyens là, qui n'arrivaient pas à payer leur loyer ou à manger. C'est aussi simple que ça. Là. Donc, on a beaucoup référé aux organismes de banque alimentaire. On a fait des contributions exceptionnelles aussi directement du gouvernement et de mon discrétionnaire. On a augmenté de plusieurs dizaines de milliers de dollars le discrétionnaire des députés et cet argent-là va dans les mesures d'aide directes aux citoyens. Donc, on a ces demandes-là là, de très, très, très humaines et je sympathise avec les citoyens. Là, ce sont des gens qui, parfois, n'ont jamais fait de demande de ce genre-là de leur vie. On a aussi, bien sûr, des entreprises qui frappent à la porte, souvent pour avoir des informations sur les programmes, pour s'y comprendre dans tous les programmes du gouvernement fédéral et provincial. Donc, pas mal d'explications à savoir on se qualifie ou on ne se qualifie pas. Bon. Vous faites référence donc aux 5 municipalités desservies dans le comté de Chambly. Les municipalités elles-mêmes risquent d'avoir des baisses de revenus, donc, ou encore des coûts plus élevés. Est-ce que déjà de ce côté-là, vous avez un son de cloche de la part des municipalités sur des demandes d'aide potentielles sur votre territoire? C'est plus sur des services précis qu'ils rendent. Ce n'est pas, supposons, pour subventionner directement la ville, mais donner un coup de main. Ils font face à des demandes très particulières auxquelles ils ne sont pas habitués, pour lesquelles ils n'ont pas les fonds. Donc, moi, je discute avec la ministre des Affaires municipales, Mme Laforêt, et je porte ces dossiers-là, la voix de la MRC, la voix des municipalités, et puis il y a de l'ouverture. Il y a de l'ouverture pour aider les villes à faire face aux nouvelles responsabilités. Les villes qui sont le gouvernement de proximité, tout près des gens. Donc, il faut qu'on puisse les aider. Bon, et côté municipal, disons, c'est plus calme depuis quelques mois maintenant. Du côté de la ville de Chambly comme tel, ça doit aussi vous faire plaisir. Donc, c'est un souci de moins? Bien, la tutelle est terminée, puis on voit que la mairesse Labbé est bien en selle, je dirais, là, d'après ce que je comprends. On a une excellente collaboration, mais avec tout le monde, hein, autant avec Mme la mairesse qu'avec l'ensemble des conseillers. J'ai l'impression que les lignes ou les limites qu'il y avait auparavant ont un peu disparu. Puis on ne se demande pas à quelle équipe appartient quel conseiller municipal. Je pense que tout le monde serre les coudes. Puis je pense que tous les conseillers municipaux, à Chambly comme ailleurs, là, sont vraiment à pied d'œuvre pour servir les gens. Donc, je pense que c'est le temps de les saluer, d'ailleurs. Souvent, on parle des députés fédéraux et provinciaux, mais les gens dans les villes travaillent fort. Bon, et d'ailleurs, pour terminer la fenêtre sur le bureau de comté, donc les citoyens ou les gens d'affaires ou les présidents d'organismes qui auraient des besoins particuliers, donc vous les invitez à contacter le bureau de comté pour voir comment on peut les aider? Exactement. La porte est fermée, mais le bureau est ouvert. Hein? C'est le paradoxe. Donc, notre boîte courriel est sollicitée tous les jours. Les gens laissent des messages aussi sur la boîte vocale. Je vais vous dire que Catherine Papineau, Marie-Ève Gaudreau se présentent tous les jours de la semaine et même de la fin de semaine. Ils travaillent très fort, puis elles me tiennent bien au courant de tout ce qui se passe. On fait de l'aide aux municipalités, de l'aide aux citoyens, de l'aide aux entreprises. Et puis, on aide les gens aussi à se trouver dans, comme j'ai dit, l'ensemble des programmes. Est-ce qu'on se qualifie ou on ne se qualifie pas? Donc, je pense que Catherine et Marie-Ève sont là pour répondre aux questions. Bon, dites-moi,
Côté éducation, quel est le bilan que vous tracez depuis la réouverture partielle des écoles? Je dis partielle parce que c'est le primaire et non le secondaire, et partielle également parce que le hors Montréal est ouvert, mais que le Montréal incluant la CMM, ce qui inclut d'ailleurs le secteur de Chambly, malheureusement reste fermé. Quel est le bilan que vous tracez depuis la réouverture partielle des écoles au primaire dans le Québec? Bien, je vous dirais que cette rentrée du mois de mai s'est très, très bien passée là où elle a eu lieu. Puis j'étais triste de ne pas pouvoir permettre la réouverture des écoles dans le comté de Chambly à Saint-Basile, où j'ai enseigné moi-même, et dans les 4 autres municipalités. Vous savez, ce n'est pas une décision du ministre de l'Éducation de fermer les écoles, hein. C'est une décision de la direction de la santé publique. Et puis tout de suite, quand les écoles ont été fermées, après, je pense, une semaine et demie, je soumettais un scénario de réouverture des écoles primaires et secondaires rapidement. Malheureusement, le contrôle de la pandémie n'était pas au rendez-vous. Puis, bon, on s'est fait dire non à quelques reprises. Je suis retourné à la charge à quelques reprises avec d'autres façons, d'autres modalités de réouverture, parce que je sais bien que l'école, c'est une affaire de cœur, puis ça se fait de personne à personne. Là, on fait notre entrevue via un écran, mais c'est quand même pas pareil si on était en face un de l'autre. Donc, on n'a pas pu réouvrir nos écoles dans le comté, là, malheureusement. Mais on travaille fort pour septembre, en tout cas, ça, c'est certain. D'ailleurs, par rapport à ce fameux découpage territorial, je comprends qu'on a désigné en fait, ce qu'on peut appeler le Grand Montréal. Et là, on a tracé la ligne sur le territoire de la CMM, qui inclut Chambly, Carignan et compagnie, mais qui n'inclut pas la ville de Saint-Jean. Donc, les écoles sont ouvertes à Saint-Jean-sur-Richelieu, une ville de 100 000 habitants, mais les écoles sont fermées à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville, où il y a moins de 2 000 habitants. Bref, est-ce qu'il n'y a pas dans la découpure territoriale, disons, quelque chose d'incongru? Bien, je vous dirais que ce n'est pas parfait. Et puis, la pandémie nous force toujours à prendre des décisions crève-cœur. C'est pas facile d'être au gouvernement en temps de pandémie, de vivre avec ces contraintes de la santé publique, puis en même temps de savoir qu'elles sont nécessaires là, pour protéger la santé des gens. Il y a la notion aussi d'éclosion possible, parce que oui, il y a des écoles qui sont ouvertes hors CMM. Il y en a qui ont été fermées aussi. Puis de l'autre côté, là, sur la Rive-Nord, dans le coin de Joliette, on est à l'extérieur de la CMM. Et puis, il y a eu une éclosion et rapidement, la santé publique a fermé toutes les écoles de la MRC d'un seul coup. Donc, il faut s'adapter toujours à ça. C'est sûr qu'il y a certaines villes limitrophes là, qui disaient « Ouais, je ne me sens pas tellement montréalais, je dirais. » Mais les chiffres de la propagation nous ont appelés à la prudence, je vous dirais. Puis c'est à regret qu'on l'a fait pour l'éducation, mais la prudence est de mise. Bon, depuis la réouverture partielle des écoles, y a-t-il eu des cas d'éclosion dans ces écoles qui sont rouvertes là, depuis 2 semaines? Bien, éclosion, c'est un grand terme. Je l'ai utilisé pour ce qui s'est passé dans le coin de Joliette. En fait, il y a eu quand même plusieurs cas rapidement. Et puis, la santé publique a décidé finalement de fermer les écoles de toute une MRC. Pas parce qu'il y avait des cas dans toute la MRC, mais c'est parce que quand on regardait le taux par 100 000 habitants, on s'est dit, ouais, juste dire CMM ou hors CMM, c'était pas suffisant comme analyse. Il faut faire une analyse plus fine que ça. Sinon, il y a eu quelques cas qui ont été dans des écoles, mais ça n'a pas été des éclosions et... sauf rare exception, on n'a pas eu à fermer d'école ou de classe. C'est quelqu'un qui ne se sent pas bien, tout de suite, on applique le protocole, on prend la trousse d'urgence, on renvoie à la maison pour 14 jours, soit les membres du personnel ou l'élève. Mais de manière générale, les groupes, les écoles continuent de rester ouverts et c'est sous contrôle et les parents sont satisfaits. Moi, les échos que j'ai, c'est que les parents sont satisfaits et que les enseignants aussi sont satisfaits. Est-ce que vous sentez que... d'autres parents pourraient se manifester d'ici la fin de l'année scolaire. Je dis ça dans la mesure, je prends l'exemple ici où environ, Commission scolaire des Hautes-Rivières, on a dit 50-52 % des élèves sont au rendez-vous primaire. Et là, il y a peut-être des parents qui regardent ça aller, qui finalement se rendent compte qu'il n'y a pas tant de complications que cela et que oui, il reste peut-être quelques semaines à l'année scolaire, mais on pourrait faire la demande pour les ajouter. Est-ce que c'est encore possible pour ces parents-là de reprendre quelques semaines d'ici la fin de l'année scolaire? C'est encore possible. Il y a des contraintes cependant. Il faut bien sûr, comme parent,
faire un choix éclairé. Puis l'idée, c'est pas d'inscrire, d'inscrire. Quand on inscrit, c'est parce que l'élève va aller à l'école à temps plein jusqu'à la fin de l'année. Et il faut donner absolument une semaine d'avis. On ne peut pas simplement dire aujourd'hui ou demain matin, ou même dans 2 jours, je vais aller conduire mon enfant à l'école. Parce qu'il y a quand même toute une question d'organisation scolaire qui est très complexe. Les locaux, le matériel de protection, les enseignants. C'est pas facile d'avoir autant de contraintes de la santé publique et de faire vivre les écoles. Ça fait beaucoup moins d'enfants par classe. Donc, oui, bien sûr, on peut continuer de choisir d'envoyer notre enfant à l'école sur notre accord. Il faut savoir cependant que l'enfant ne sera pas nécessairement dans son école d'appartenance parce que les groupes sont faits. Donc, il est possible que si vous choisissez d'envoyer votre enfant dans une semaine à l'école, bien, il va peut-être être dans une école plus éloignée et avec d'autres élèves et d'autres enseignants. Bon. Là, il arrive quoi maintenant pour les élèves dont les parents ont fait le choix de ne pas les envoyer à l'école? Au niveau du primaire, secondaire, évidemment, c'est clair, c'est la règle pour tout le monde, mais qu'en est-il du suivi pédagogique à distance? Alors, c'est beaucoup amélioré, je vous dirais. Au départ, et il faut l'avouer, au Québec, de manière générale, on était peu avancé en technopédagogie. Il y avait des stars, je vous dirais, des enseignants qui étaient très, très, très au fait, mais bien d'autres qui n'étaient pas de moins bons enseignants pour autant, mais qui n'avaient pas développé, disons, ce côté-là de la pédagogie. Il y a eu un certain rattrapage dans les premières semaines. Au gouvernement, on était là pour aider. On a créé notre site École ouverte. On a créé la programmation avec Télé-Québec. On a préparé, du point de vue du ministère, des trousses pédagogiques envoyées aux familles. Et donc, il y a eu comme une lente progression jusqu'à ce qu'on arrive, je vous dirais, début mai, où là, ça a décollé davantage avec une formation de la TELUC offerte à tous les enseignants gratuitement sur l'art de faire l'enseignement à distance. L'offre de services de garde aux profs pour leur libérer 100% du temps qu'ils puissent offrir en pleine prestation de travail. Et donc maintenant, je pense qu'on est certainement au niveau de ce qui se fait de bien en Amérique du Nord là, pour l'enseignement à distance. Bon. Maintenant, pour l'automne, je comprends que le souhait, c'est de ramener tous les enfants physiquement dans les écoles, primaires et secondaires. Donc, c'est toujours ça le plan de match? Tout à fait, exactement. Donc, j'attends là, encore des ajustements au scénario que j'ai déposé la semaine dernière. J'ai présenté aux partenaires, aux syndicats, aux directions d'école, aux cadres, au comité de parents aussi pour bonification. Mais on se demande, dans le fond, selon quelle formule on va permettre aux élèves d'accéder aux écoles, de voir leurs amis, de voir leurs professeurs. On ne se demande pas si les jeunes vont entrer dans les écoles. Les jeunes vont entrer dans les écoles. Mais si on doit continuer la distanciation sociale avec 100 de fréquentation, il va y avoir un défi logistique, je présume, là. Exactement. Donc, on souhaiterait que tout le monde soit à 100 tous les jours à l'école, le plus possible comme avant. Hein? Dans le fond, ce qu'on vise, là, le plus possible comme avant. Mais on sait qu'on n'atteindra pas ce niveau-là. Donc, il pourrait y avoir des contraintes, comme on vit dans des écoles qui sont ouvertes en ce moment, là, donc pas d'accès aux locaux communs. On dîne dans notre groupe, les groupes ne se côtoient pas les uns les autres. Même au secondaire, hein, c'est une nouvelle façon de penser le secondaire. Là. J'ai parlé avec des profs du secondaire qui disaient ouais, si on réouvre et que les élèves ne sont pas à leur case 3-4 fois par jour, les élèves ne dînent pas dans la cafétéria, c'est quand même une nouvelle façon de faire l'école. On peut même penser à de l'alternance, là, des élèves qui vont à l'école un jour sur 2. Donc, encore, là, on s'éloigne de l'idéal en faisant ça, mais quand même, on s'assure d'un contact humain, enseignant-élève, puis ça, c'est la chose sur laquelle je ne vais pas faire de compromis. Et tantôt, je faisais référence à la délimitation de la CMM. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, dans le territoire de Chambly, c'est la réouverture des commerçants ayant des portes extérieures. Je sais qu'il y avait eu certaines pressions de la part, entre autres, de la directrice générale de la Chambre de commerce de la vallée du Richelieu, qui, elle aussi, souhaitait que ses membres puissent opérer. Bien là, c'est le cas à partir d'aujourd'hui. Donc, ça aussi, ça va changer un peu le paysage dans votre comté, là. Enfin, hein, il était temps de donner une bouffée d'air frais, autant aux entrepreneurs qu'aux citoyens, parce que les citoyens ils aiment ça magasiner pas chez eux, ils aiment ça se croiser, croiser leurs voisins, leurs familles dans la rue, dans les commerces, ils aiment ça voir les commerçants qu'ils connaissent. Hein. Il n'y a pas de meilleur service que le service de proximité. Donc, c'est bon pour l'économie, c'est bon même, je vous dirais, pour l'ensemble des citoyens de pouvoir magasiner chez eux. On est très contents, je vous dirais encore une fois,
que ça fait un certain temps qu'on voulait permettre cette réouverture-là. Donc là, enfin, on y est. Reste à le faire avec prudence, parce que la dernière chose qu'on veut, c'est avoir à refermer ce qu'on a ouvert. Surtout pas, hein, on ne veut pas se rendre là. C'est pour ça qu'on demande aux citoyens de prendre toutes les précautions nécessaires. Jean-François Roberge, député de Chambly, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Merci beaucoup. Et je ne sais pas si on peut vous souhaiter de bonnes vacances pour l'été. J'ai l'impression que ça va être des vacances un peu particulières. Ça va être un été occupé, mais on va prendre un petit peu de temps avec la famille. Bonne journée. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de la réouverture des terrains de golf. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Avec l'arrivée du beau temps et surtout le fait que les gens peuvent peu ou pas beaucoup voyager, bon, c'est bien beau faire de la marche et du vélo, mais évidemment, la réouverture des golfs était quelque chose qui était très attendu. D'autant que c'est un sport qui se pratique à l'extérieur, d'autant que la distanciation est quand même relativement facile à appliquer. Et il y a aussi des impacts économiques pour ce volet-là de l'économie. Bien, bonne nouvelle, les golfs sont maintenant rouverts depuis mercredi dernier, le 20 mai. Allons voir un peu comment ça s'est passé du côté du club de golf de Saint-Jean avec Éric Briand. Bonjour, bienvenue. Salut Eric, ça va bien? Ça va très, très bien. Vous, est-ce qu'on a retrouvé le sourire avec l'ouverture des golfs? J'ai jamais vu autant de monde avec un aussi grand sourire que ça depuis mercredi passé, 7 h le matin. Tout le monde sont très heureux. Bon, comment on s'est préparé à la réouverture des golfs? Parce que d'une part, de toute façon, quand on arrive au mois d'avril-mai, bien, il faut de toute façon préparer les terrains et tout ça. Donc, il y a évidemment de l'entretien à faire de toute façon. Bon, ça arrive parfois qu'on a du beau temps puis qu'on peut permettre d'avoir quelques golfeurs fin avril, début mai. Mais qu'est-ce que vous avez fait dans les dernières semaines, sachant très bien qu'un jour ou l'autre, on allait ouvrir? Normalement, nous, on commence la saison de travail sur le terrain début mars. Et depuis début mars, on avait juste droit à un strict minimum d'employés. Donc, on était juste 3 employés et nous avons eu la chance d'avoir des bénévoles un peu de côté membres. Les membres actionnaires et membres sont venus nous aider. Mais depuis, je vous dirais, 2 semaines, là, on a mis un petit peu plus d'employés sur le terrain. On n'avait pas le choix. On a changé certaines choses sur le terrain, bien sûr, pour la sécurité des gens, avec la santé publique, les recommandations qu'ils nous ont faites. Ça a été pas mal ça les dernières semaines. Puis quand on a eu le go de Mme Isabelle Charret, mercredi, il y a 2 semaines, là, on a quasiment manqué de temps. Il y avait tellement de choses à faire pour arriver à temps mercredi, la semaine passée. Là. Mais dans les faits, on a quoi? On a manqué, quoi, 2-3 semaines du début de la saison qu'on aurait eu en temps normal? Je vous dirais un bon 3 semaines facile qu'on a manqué. OK. C'est pas un mois. Bon, quel est l'état du terrain? Présentement, c'est super beau. Très belles conditions. Terrain très propre. Les membres qui nous ont donné des heures de bénévolat, ils ont nettoyé partout. C'est super propre. Le terrain est beau. Pour un mois de mai sec comme ça, là, c'est l'idéal. Non, il est vraiment beau le terrain. Vraiment satisfait. Là, comment ça fonctionne? Quelle est la différence entre aller jouer au golf cette année versus l'année passée? Moi, j'arrive là. Évidemment, bon, je réserve à l'avance, je présume. Mais là, c'est quoi la séquence, la séquence d'arrivée du client qui arrive chez vous? Moi, je reçois depuis mercredi passé tous les gens dans le stationnement. C'est moi qui est là. Il y a une allée
avec des comptes qui m'amènent à moi. Puis après ça, j'explique un peu le fonctionnement. Parce qu'avant, c'était possible d'aller dans la boutique à 2-3 personnes, mais présentement, la façon que la boutique est conçue, on peut juste avoir une personne pour que les gens soient en sécurité. Et on a fait des points rouges par terre sur l'asphalte pour les gens à 2 mètres de distance. Après ça, le pavillon, la seule place qu'ils peuvent aller, c'est aux toilettes. Avant ça, il y avait une salle à manger. La salle à manger est fermée, la terrasse est fermée. Sur le terrain, la chose différente, il n'y a pas de râteau à trappe de sable. Il n'y a pas de lave-balles. Il n'y a pas de banc. Après ça, pour un système de récupération de balles dans le trou qu'on a fait nous-mêmes ici, le monde ne sont pas obligés de toucher au fanion, ne sont pas obligés de toucher au trou. Ça veut dire qu'ils font juste lever le mécanisme et la balle sort, puis après, ils s'en vont à l'autre trou. Les voiturettes, c'est une personne par voiturette. Si jamais les personnes restent à la même adresse, c'est 2 personnes par voiturette. Mais sinon, c'est une personne pour le moment. On attend nos séparateurs qu'on a commandés. Après ça, tout le monde va pouvoir embarquer 2 personnes dans la même voiturette, même s'ils ne sont pas à la même adresse. Ça va être très sécuritaire pour les golfeurs. Bon. Est-ce que les golfeurs ont répondu à l'appel depuis la réouverture de mercredi dernier? Autrement dit, est-ce qu'il y a eu beaucoup de clients au rendez-vous, d'autant qu'il a fait quand même assez beau? Normalement, quand on rouvre, je vous donne un exemple, fin avril, on rouvre un mercredi ou un jeudi pour que le staff ait une petite routine arriver dans le week-end, qui va y avoir 150 personnes par jour. Le mercredi, jeudi, vendredi, ça fait 50, 60, 70 personnes. Puis là, mais depuis mercredi, on a 250 golfeurs à chaque jour. Même aujourd'hui, un lundi, on a 250 golfeurs. Nos départs sont de 7 h à 15 h. À 17 h, excusez. C'est-à-dire, c'est plein. Une chose qu'on a fait différent aussi, les départs avant, c'était aux 8 et aux 9 minutes. Là, on le fait aux 10 minutes pour laisser la chance des gens, pour ne pas avoir des regroupements dans le stationnement ou près des voiturettes où on frappe la balle au premier départ. Puis, à date, ça se passe bien, la réaction, les gens s'adaptent bien aux nouvelles règles, ils comprennent de toute façon. Bref, comment ça s'est passé, là, disons, depuis la réouverture mercredi dernier? Ça va super bien. Le monde sont très réceptifs aux nouveaux règlements. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de communication par Facebook, les associations. Association des clubs de golf du Québec, les pros du Québec, les surintendants ont fait beaucoup de communiqués. Donc, le monde le sache. Le sache 30 minutes avant, c'est pas possible de rentrer sur le site. Il reste dans le stationnement. Après ça, il rentre. Non, ça se fait super bien, puis tout le monde sont heureux. C'est très sécuritaire. En plus, on est à l'extérieur, le monde pratique leur sport préféré et beaucoup de nouveaux joueurs. C'est incroyable. Les nouveaux visages qu'on voit, moi, ça fait 13 ans que je travaille ici. J'ai vu beaucoup de nouveaux visages que je ne voyais pas avant. Puis tant mieux pour nous. Puis tant mieux pour les gens qui viennent pratiquer leur sport préféré sécuritairement. Comment on est en mesure d'évaluer les impacts économiques de cette crise-là sur le golf? Parce que déjà, évidemment, les terrains de golf au Québec, quand même certaines difficultés depuis quelques années. T'sais, on essaie de tirer son épingle du jeu. De votre côté, vous l'avez ouvert au public il y a quelques années déjà. Bon, là, vous avez manqué, disons, les 3 premières semaines du début de la saison. De l'autre côté, par contre, le volet restauration n'est pas ouvert. Donc, on ne peut pas vendre d'alcool et ces choses-là. Mais là, vous avez peut-être plus de clients qu'à l'accoutumée. Bref, est-ce que vous êtes en mesure d'évaluer les impacts économiques que le coronavirus aura eu, disons, sur la saison actuelle? Pour l'instant, c'est dur à dire. C'est sûr que tous les tournois de l'année, présentement, sont annulés jusqu'au mois d'août. Les mariages, après ça, les soupers, les réceptions, tout est annulé. Ça veut dire, avant, quand les joueurs terminaient au 18, ils s'en allaient porter leur sac à la voiture, ils s'en allaient sur la terrasse. Mais là, c'est fini. Et aussitôt qu'ils terminent leur ronde, ils s'en allaient. Mais c'est dur à calculer pour l'instant, mais c'est sûr que c'est des énormes pertes. À 350 terrains au Québec, là, ça va être des énormes pertes financières, c'est sûr. Est-ce qu'il existe des programmes d'aide qui sont dédiés à l'industrie touristique, sport de loisirs et tout ça? Est-ce qu'il existe quelque chose actuellement là, dans tout ce qui est annoncé de la part du fédéral et du provincial qui pourrait vous aider? Présentement, moi, je n'ai rien entendu. C'est sûr que le 75 % de la masse salariale, nous, on a fait application. Le 40 000 $ qu'il avait envoyé, ça aussi, on a fait application.
Mais pour le reste, on ne sait pas encore. On va le savoir de mois en mois, de semaine en semaine. On l'espère parce que c'est sûr que ça va faire mal, mais on n'est pas les seuls. Ouais. C'est sûr, on n'est pas les seuls dans ce bateau-là présentement. Un terrain comme Saint-Jean pouvait avoir combien de tournois de golf dans une saison, en temps normal? Cette année, moi, ça fait 3 ans que je suis ici comme directeur général et on s'en allait sur notre meilleure année des 5 dernières années, des tournois et des mariages et des réceptions. Donc, je vous dirais 15 tournois exactement de golf à 144 joueurs, ça c'est plein. Il y avait beaucoup d'autres petits tournois à 100 joueurs, 80 joueurs. Et les mariages, on était rendu déjà à 14 mariages. Ça, c'est des grosses pertes. C'est clair. Mais au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même opérer le volet, disons, golf, le volet jeu, et ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Là, d'ailleurs, on nous annonce encore une petite canicule dans les prochains jours. Aujourd'hui, c'est un peu plus nuageux, mais bref, donc, on peut quand même opérer minimalement le volet golf. Et là, je pense qu'au moins, ça crée aussi un certain désennuis. Je le dis en introduction, les gens n'iront pas très, très loin pour leurs vacances cette année. Donc, il y en a peut-être même qui vont renouer avec le golf. Oui, c'est en plein ça. On a eu des nouveaux abonnements, des nouveaux membres. C'est du monde qui était membre ailleurs ou qui ont décidé juste tout simplement d'être membre. Ça fait notre affaire vraiment. Puis moi, je pense qu'on va dépasser le nombre de rondes qu'on a eu l'an passé, même si on a perdu un mois, c'est sûr. Éric Briand, merci infiniment, puis bonne chance pour la suite, puis au plaisir de se croiser au terrain de golf dans les prochains jours, prochaines semaines. Merci beaucoup. Gardez Merci. la santé. Salut. Bye-bye. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Ce samedi, 30 mai, de 9h à 13h, distribution gratuite de plants de légumes via l'entraide à 2 endroits, au Centre d'action bénévole à Iberville et au Halles à Saint-Jean. N'oubliez pas que dimanche prochain, il y a le Télébingo, mais c'est un spécial 5 000 $ en prix. Il y a toujours une trentaine de dépositaires un peu partout sur le territoire pour acheter vos livrets. À demain. Bye-bye.